Le président français lors du quinquennat de 1969 à 1974 dit « La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme ». Pompidou, à cette époque, souleva déjà le problème des pertes fiscales liées à l'évitement de l'imposition. Cette phrase, toujours d'actualité, s'applique au problème de l'évasion fiscale qui pèse aujourd'hui à l'État français 60 à 80 milliards d'euros par an. Ce problème ne passe pas inaperçu et explique donc la lutte de quelques organisations telles qu'ATTAC. Attaque France, association altermondialiste, se mobilise pour favoriser la mise en place d'une démocratie active et d'une société solidaire qui est l'acronyme pour Association pour la transaction financière et de l'action citoyenne, créée en 1998. Cette création se mobilise d'abord pour la mise en place d'une taxation des transactions financières internationales qui aurait pour but de rééquilibrer le pouvoir financier détenu principalement par les multinationales. Cela permettrait aux différents États d'avoir la capacité financière pour mettre en place des réformes capables de réduire les inégalités sociales, économiques et de favoriser le développement durable. C'est à partir des années 2012-2013 qu'ATTAC fera de la lutte contre l'évasion fiscale sa mobilisation la plus importante. Elle considère que l'évasion fiscale est la plus grande source d'inégalités dans le monde. L'évasion fiscale se définit par le comportement d'adaptation à la réglementation fiscale de la part des contribuables qui utilisent toutes les possibilités à seule fin de payer moins d'impôts. Ce terme d'évasion fiscale englobe l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. L'optimisation représente le côté légal de la stratégie d'utilisation de la législation fiscale afin d'échapper à l'impôt. La fraude est presque semblable à l'optimisation fiscale, mais contrairement à l'optimisation fiscale, elle est inégale. Elle se traduit par un non-respect de la législation fiscale. Ainsi, le Conseil des prélèvements obligatoires définit l'évasion fiscale comme l'ensemble des comportements du contribuable qui visent à réduire le montant des prélèvements dont il doit normalement s'acquitter. S'il a recours à des moyens légaux, l'évasion fiscale entre alors dans la catégorie de l'optimisation. A l'inverse, si elle s'appuie sur des techniques illégales, telles que la dissimulation des moyens d'action aux yeux des contrôleurs fiscaux, donc de l'État, l'évasion fiscale s'apparente à de la fraude. Nous pouvons alors nous demander comment s'organise ATTAC pour lutter contre l'évasion fiscale. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'enjeu de l'opinion publique, puis aux actions institutionnelles. Pourquoi est-ce important de lutter contre les évasions fiscales? Il faut savoir que pour qu'il y ait de l'évasion fiscale, il faut qu'il y ait des prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires ont débuté durant la Grèce antique, période où se sont créées les premières sociétés mettant en place un système de prélèvement obligatoire. Ainsi, l'évasion fiscale va évoluer en même temps que les systèmes fiscaux. L'évasion fiscale accompagne les évolutions de la fiscalité comme un parasite ou une bête noire, et ce parasite semble être la conséquence inévitable de tout système fiscal. L'évasion fiscale va aussi se développer avec la mondialisation. Ainsi, en 1920, les principaux États connaissent une époque de prospérité au niveau économique, avec une accélération de la mondialisation. La Société des Nations, à cette époque, va mettre en place des normes qui visent à éviter que tout acteur paye deux fois la taxe, c'est-à-dire ne paye qu'une seule fois malgré leur possession de plusieurs filiales dans plusieurs pays. Ces normes prouvent que les États n'ont pas vu venir le problème de l'évasion fiscale. C'est dans le courant du XXe siècle que l'évasion fiscale a commencé à se faire connaître et à attirer l'avis de l'opinion publique. Cette pratique fut au début pratiquée par une poignée des extra-riches et quelques mafieux. C'est le cas d'Al Capone, qui s'est fait attraper en 1931 pour fraude fiscale et non pour meurtre. C'est avec l'arrivée de la troisième révolution industrielle, avec la prise de pouvoir des multinationales et l'arrivée d'un monde multipolaire basé sur le commerce international, avec un développement surréaliste de la mondialisation, que l'évasion fiscale va être affectée et va avoir un réel poids sur l'augmentation des inégalités économiques et sociales entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres. Ainsi, en 2015, l'évasion fiscale atteint un chiffre de 16 milliards de dollars. Tout cet argent a alors évité l'imposition. Le patrimoine des 1% les plus riches aurait surpassé celui des 99% restants. Et ainsi, selon une étude de l'OWG Oxfam, le patrimoine des 62 plus riches personnes du monde serait égal, voire supérieur à celui des 3,5 milliards des plus pauvres. Cela montre bien l'immense écart entre des êtres humains égaux, donc montre bien que les inégalités financières sont plus qu'importantes. Encore,
plus si l'on sait que 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 750 millions d'humains n'ont pas encore accès à l'eau potable. Si l'on se penche sur la répartition des évasions fiscales entre entreprises et particuliers, on verra que 2/3 des pertes des recettes fiscales sont effectuées par les entreprises. Celles-ci influencent les prix de transfert pour faire apparaître leurs profits dans des paradis fiscaux en signant des accords secrets avec leur fisc. Un paradis fiscal est un lieu favorisant les opérations de blanchiment et d'évasion fiscale. Ces paradis fiscaux instaurent une grande opacité en matière d'information sur les profits de leurs clients. Il existe différents moyens d'atteindre les paradis fiscaux pour les évadés fiscaux. À l'aide de trusts. Le trust est créé par le transfert de biens et d'argent d'un individu à une ou plusieurs personnes afin que ces derniers investissent, administrent et ou distribuent les revenus et ou le capital du trusteur sous un autre nom. À l'aide de la société écran, une société écran est une société qui n'existe pas. Elle est fictive et son but est de cacher les transactions financières d'une autre société bien réelle. Les 1/3 des pertes de recettes fiscales sont effectuées par les particuliers et toujours par le biais de paradis fiscaux. Ainsi, cette évasion fiscale permet aux plus riches de garder l'ensemble de leurs profits en échappant à la fiscalité. Cette autarcie de la part des plus riches ne participe pas au système de redistribution. Et rien qu'en France, l'évasion fiscale représente une perte de 60 à 80 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Le déficit public de l'État français en 2016 est de 72 milliards d'euros précisément. L'argent perdu à cause de l'évasion fiscale pourrait beaucoup servir. En effet, avec 2,5 milliards d'euros, l'on pourrait financer les 2000 emplois qui disparaissent de manière annuelle dans le secteur de la santé. Ou même servir le développement du secteur écologique français, qui semble être inévitable, mais qui à cause des restrictions budgétaires est trop négligé. Attaque s'est alors mobilisée pour réduire ces pertes dues à l'évasion fiscale en les considérant comme une priorité. L'évasion fiscale doit être abattue pour réduire les inégalités et le retard écologique, social et donc économique. Je cite d'Attaque. Et comment Attaque véhicule-t-elle ces idées ? L'association admet 2 catégories de militants selon Alexis Chossalet, membre de l'équipe d'Attaque. En effet, on distingue d'une part les militants plus vieux, autour des 70 ans, s'identifiant aux idéaux altermondialistes, ayant vécu mai 68, adhérant depuis toujours à la gauche et qui ont de grandes connaissances critiques du système bancaire. D'autre part, on identifie les militants plus jeunes, étudiants autour des 25 ans, pas nécessairement militants dans des associations classiques, qui retrouvent en l'action d'Attaque une forme d'action nouvelle, mêlant humour et désobéissance. L'évasion fiscale étant un sujet sensible à évoquer, la cause d'Attaque a donc peu d'écho médiatique. Ainsi, ces actions sont médiatisées en grande partie par des journaux en ligne, comme lefigaro.fr, libération.fr, etc., ou par la presse locale quotidienne. Les actions de réquisition citoyenne au sein des locaux de la BNP sont donc sujets de courts articles qui retracent le parcours de leur action ainsi que leur mode d'action en ajoutant parfois un sens de l'ironie, en suggérant une manière d'agir plutôt simple. Récemment, le procès du leader du mouvement des faucheurs de chaises, John Palais à Dax, qui risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, alimente des articles de presse qui le comparent notamment à José Bové, RTL, et son mouvement des faucheurs volontaires d'OGM. La volonté des militants étant de transformer le procès en faveur des banques en contre-procès de l'évasion fiscale. Ils sont supportés sur place notamment par le philosophe Edgar Morin, José Bové, ou Benoît Hamon, candidat à la primaire de gauche qui souhaite faire de l'évasion fiscale une véritable lutte au sein de son programme présidentiel. D'autre part, Attaque souhaite poursuivre une lutte décentralisée qui ne serait pas seulement parisienne. De plus, un représentant d'Attaque, Wilfried Morin, nous affirme que l'association se reproche de ne pas avoir assez de retentissement médiatique, bien qu'il s'estime être encore un mouvement relativement jeune, ce qui expliquerait certaines de leurs limites. Néanmoins, John Palais a fait la couverture du magazine Society numéro 49 de février 2017. Il combat les banques, en gros titre, lui accordant un statut de héros. Enfin, Attaque tente de faire connaître sa cause à travers les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, Attaque France, où il compte 69 000 j'aime, ou Twitter, Attaque-FR, à partir duquel 36 000 abonnés se tiennent au courant des engagements d'Attaque. Est-ce le seul moyen de se faire connaître ? Non. Au départ, Attaque est une organisation militante constituée d'un grand nombre de militants, mais aussi une équipe de salariés s'occupant du bon fonctionnement de l'association. Les actions menées par Attaque se font avec d'autres organisations, telles que Amis de la Terre, plus grand réseau écologiste mondial, ou ANV COP21, mouvement des citoyens menant des luttes similaires.
L'éducation populaire a pour but premier de former des militants qui pourront participer aux différentes actions militantes. Différentes conditions vont être mises en place pour participer aux actions militantes. Il faut être d'accord pour faire partie d'un mouvement de désobéissance non violent et être à visage découvert. Le calme et la détermination sont donc nécessaires pour intégrer ATTAC. Avant chaque mobilisation, ATTAC envoie du matériel ainsi que la date d'action aux militants afin que tous puissent se mobiliser en même temps. Certains mouvements peuvent néanmoins devenir incontrôlables car ATTAC fournit une grande autonomie à ses militants et ainsi ils peuvent agir seuls. Cette grande autonomie fournie par ATTAC aux militants constitue en elle-même une sorte d'empowerment car ils disposent de tout le pouvoir nécessaire pour agir. Les faucheurs de chaises et les occupations de banques illustrent parfaitement les activités de militantisme d'ATTAC. Ce sont des actions de désobéissance civile car ces actions mettent une grande pression aux banques mais aussi aux services publics. Cette désobéissance peut notamment s'observer dans un des messages des faucheurs de chaises destinés aux banques après avoir volé un grand nombre de leurs chaises. On vous rendra les chaises quand vous rendrez l'argent. Pour se faire connaître et combattre, ATTAC va distribuer des brochures, tracts et organiser des réunions publiques afin de sensibiliser la population. Tous ces modes d'action sont créés et organisés par cette association car elle considère qu'il est très important de réveiller l'opinion publique. En effet, ATTAC est certaine que l'opinion publique permet de porter un regard différent sur une certaine situation, ici l'impact de l'évasion fiscale au niveau international, et ainsi une mobilisation générale du peuple permettrait le changement. Qu'en est-il de la législation actuelle ? La question de l'évasion fiscale peut difficilement être encadrée par des législations. Seule la fraude fiscale peut être punie, puisque la technique de l'optimisation respecte la loi, mais entrave l'esprit de la loi. Les peines encourues par un fraudeur, fixées par le Code général de l'impôt de 1950, article 17417, exposent entre 5 et 7 ans d'emprisonnement, 500 000 à 1 million d'euros d'amende, peines qui peuvent être augmentées selon les circonstances. Paradoxalement, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, signale un fait illégal, illicite et dangereux, touchant à l'intérêt général, aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir d'y mettre fin, puisqu'ils rompent le secret d'affaires de ses employeurs en révélant des informations privées, s'exposent à des risques aussi importants que les fraudeurs. Ces lanceurs d'alerte, en plus d'un licenciement, risquent la prison et une peine financière qui peut être très lourde. Prenons l'exemple d'Antoine Deltour, lanceur d'alerte des affaires LuxLeaks, qui s'exposait à 5 à 10 ans de prison, peine allégée en 2016 à 12 mois de prison et 1 500 € d'amende. Il dit « Je ne comprends pas comment je pourrais être victime d'une lourde peine lorsque j'ai agi dans l'intérêt général. » Entre 2007 et 2013, des lois sont appliquées pour protéger les lanceurs d'alerte en matière de corruption, de sécurité sanitaire, de risques graves pour la santé publique et l'environnement ou des crimes et délits. La loi Sapin II, adoptée en novembre 2016, accorde un statut aux lanceurs d'alerte, bien que limité, préserve leur anonymat et prend en charge leurs éventuels frais de justice. L'une des revendications d'ATTAC est d'embaucher 1000 agents de contrôle fiscal, en plus sous 12 mois. La France compte pourtant le plus de fonctionnaires de Bercy, avec 140 000 employés pour 600 millions d'habitants, tandis que le Royaume-Uni en compte 80 000 pour 64 millions d'habitants. Donc le problème ne semble pas être dû au manque d'agents du contrôle fiscal, mais pourrait résider dans le traitement des affaires fiscales. En effet, le verrou de Bercy, donc le ministère du Budget, détient un monopole sur les affaires fiscales qu'il choisit de poursuivre en justice. Le journal télévisé France TV Info dénonce le verrou de Bercy comme la possibilité offerte aux fraudeurs fiscaux d'échapper à la justice si le ministère des Finances le décide. Il existe donc une limite au jugement des fraudes fiscales puisqu'ils sont les seuls à exercer ce pouvoir. Le problème de l'évasion fiscale ne peut se régler qu'à l'échelle européenne car elle implique plusieurs pays. Ainsi, la Commission européenne et le G20 luttent pour plus de transparence fiscale, c'est-à-dire un échange automatique obligatoire d'informations entre les pays. Dès qu'un résident d'un pays ouvrira un compte en banque à l'étranger, le fisc de son pays d'origine en sera informé. Cette mobilisation n'est pas encore effective. Une centaine de pays ont signé les accords qui seront mis en place entre septembre 2017 et 2018. Néanmoins, le Luxembourg, les Pays-Bas ainsi que la Belgique se sont opposés à ces accords, et même s'ils les accepteraient, le problème de l'authenticité de leurs informations se poserait.
En effet, l'OCDE, pour le G20, veut appliquer 2 mesures. L'obligation des entreprises de déclarer leurs montages fiscaux abusifs, donc l'optimisation, mais aussi d'obliger les entreprises à communiquer pour tout leur pays d'implantation le montant du chiffre d'affaires, des profits réalisés, des impôts payés et l'effectif des employés. Néanmoins, la Commission européenne n'a pas accepté ces mesures mais a promis de les étudier, bien qu'elle y voit un problème financier puisqu'il y aurait un coût supplémentaire afin de maintenir les protections des données et les secrets d'affaires. En réalité, les entreprises ont effectué une pression sur la Commission qui a empêché l'adoption de ces mesures. De plus, une directive de 1977 sur la coopération entre administrations fiscales n'est pas respectée comme l'indique le Code de conduite en 2009 lors de son bilan. Il est clair que l'engagement de 2002-2003 de s'échanger les informations spontanément sur les prix de transfert n'a été mis en place par aucun pays membre. Ainsi, ATTAC, dans son rôle d'association, ne peut réellement lutter contre ce déficit législatif et se limite donc à une critique de la loi. Néanmoins, ATTAC nous témoigne de l'application du plaidoyer, une technique qui consiste à s'aider de certains parlementaires, aussi impliqués dans la lutte contre l'évasion fiscale, afin de mettre en place des propositions de loi en défaveur de l'évasion fiscale. C'est une technique qui s'apparente à celle des lobbies, dans la mesure où les deux se mobilisent pour exercer une pression sur des parlementaires. Enfin, ATTAC adhère à la plateforme stopparadisfiscaux.fr où se regroupent plusieurs militants dont les plus hauts placés ont des contacts parlementaires et peuvent donc influencer leurs décisions, comme nous l'affirme Wilfried Morin, salarié d'ATTAC. Comment ATTAC agit auprès des banques ? L'action d'ATTAC se centre sur sa volonté de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin que la finance soit au service du peuple. Ainsi, l'évasion fiscale qui soustrait 60 à 80 milliards d'euros par an au trésor public, qui pourrait contribuer, entre autres, au processus de transition écologique, ou encore aux prestations sociales et services publics. Ainsi, ATTAC blâme les banques d'intervenir au processus d'évasion fiscale en s'implantant dans les paradis fiscaux, dont la BNP, qui réalise 566 millions d'euros au Luxembourg, et représente 35% de ses bénéfices mondiaux dans des paradis fiscaux, soit 2,4 milliards d'euros au total. En effet, la rentabilité des activités bancaires, calculée par le rapport des bénéfices sur le chiffre d'affaires, est 6 fois plus bénéfique dans des paradis fiscaux qu'en France. Impliquée notamment dans l'affaire des Panama Papers, la BNP Paribas est la cible principale de l'association. C'est ainsi qu'elle adhère au mouvement des faucheurs de chaises, accompagnée d'autres associations, Busy, COP21, Amis de la Terre. Leur action repose sur un mode d'action de réquisition citoyenne des chaises des locaux de la BNP, action symbolique. Elle a une visée stratégique puisqu'elle tente de modifier l'opinion publique sur la BNP, donc aurait un impact lors du choix de banque des individus. Bien qu'elle dénonce une question capitale pour ATTAC, elle agit avec un ton ironique, réalisant l'opération chirurgicale de l'évasion fiscale ou l'école des faucheurs de chaises, sous le regard amusé ou agacé des clients. Le mouvement aboutit à 2 réussites, l'une étant le départ des filiales de la BNP des îles Caïmans en mai 2016, mais plus récemment, la victoire du procès de John Palais à Dax. En effet, la BNP qui avait porté plainte contre le leader du mouvement s'est retrouvée en situation de contre-procès de l'évasion fiscale, qui aboutit le 23 janvier 2017 en une relâche de John Palais, mais aussi de la reconnaissance du mouvement des faucheurs de chaises comme légitime. Néanmoins, la BNP a également poursuivi en justice un deuxième faucheur de chaises, le président des Amis de la Terre, dont le procès est prévu pour avril. Donc, finalement, comment s'organise ATTAC pour lutter contre l'évasion fiscale ? C'est une cause complexe à limiter au niveau législatif qui semble être identifiée comme la source principale du manque à gagner des trésors publics. ATTAC tente donc de résoudre ce problème en centrant principalement son action sur les banques. Ainsi, elle agit par le biais de réquisitions citoyennes à travers le mouvement des faucheurs de chaises et sensibilise l'opinion publique en passant par les réseaux sociaux et la discipline populaire à l'aide de tracts et de réunions. Néanmoins, ATTAC ne parvient pas encore à solliciter les médias de manière effective pour qu'ils s'intéressent à leur cause. Ainsi, ATTAC a une influence très limitée, mais a connu un réel succès avec la sortie des filiales de la BNP aux îles Caïmans. Cette lutte s'inscrit au sein du mouvement altermondialiste qui alimente finalement le débat sur l'équilibre à trouver entre la liberté et l'égalité au niveau économique. Enfin, on peut s'attendre à la présence d'ATTAC lors des mobilisations mondiales qui aura lieu la semaine du 3 avril, un an après la publication des Panama Papers.